Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour donc notre nouvelle conférence des Jeudis de la Santé, accompagnée de deux pointures qui vont animer donc cette soirée et nous informer et nous donner toute une kyrielle d'informations. Donc, sur ma droite, j'ai le professeur, que je n'écorche pas votre nom, Fabrice Guérif, de l'hôpital Bretonneau, mais qui se présentera peut-être. Et puis, à ma gauche, j'ai docteur Pascal Vaudin, qui est maître de conférence à l'université. Et donc, la richesse de cette intervention ce soir permet d'avoir donc deux voix, deux personnes issues de milieux différents mais complémentaires pour aborder donc ce grand sujet sur les perturbateurs endocriniens. Nous sommes ravis à la ville de Tours de pouvoir aborder ce sujet grand public auprès de vous et de pouvoir ainsi essayer de comprendre, ou en tout cas de prévenir les dangers ou pas sur la fertilité. Donc merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous. Je vois que vous êtes nombreux. On a toujours notre équipe de fidèles qui est là sur la gauche. Donc merci à vous, merci aux traductrices et puis évidemment au CHU et à Vive 3 qui nous aident également pour cette conférence. Mais j'arrête là mon propos. Je vous souhaite une très bonne soirée et je passe la main donc à mes deux professeurs et docteurs. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, merci à la ville de Tours donc, de nous permettre d'échanger avec vous sur ce sujet des perturbateurs endocriniens en faisant un focus sur la partie fertilité. Alors, avant de commencer, un petit mot de présentation quand même. Donc, alors, Pascal, je te laisse te présenter. Alors, donc moi, je suis Pascal Vaudin, je suis maître de conférence à l'université de Tours. Donc, j'enseigne à la fac de sciences et je fais mes recherches dans l'unité de recherche N2COX à l'INSERM, où je développe une thématique qui tourne autour des polluants environnementaux et l'impact sur le cancer. Et je fais aussi beaucoup de diffusion auprès du grand public ou auprès de publics cibles pour sensibiliser aux enjeux des perturbateurs endocriniens. Donc ça va des plus petits jusqu'aux adultes, et voire même des professionnels et des professionnels de santé. Merci. Donc moi je suis le professeur Fabrice Guérif, je suis biologiste et je suis le responsable du service de médecine et biologie de la reproduction à l'hôpital Bretonneau. Donc là c'est plutôt la partie clinique et biologique. Donc dans notre activité, nous prenons en charge des femmes, des couples qui sont en désir d'un projet parental et qui ont besoin d'une aide médicale à la procréation. Donc en fait, on a deux regards complémentaires, tous les deux, et on va essayer de vous apporter un certain nombre d'éléments d'éclairage, d'éléments de réflexion. Donc, perturbateurs endocriniens et fertilité. Donc pour essayer de présenter ces données, nous allons nous passer la parole successivement. En quelques mots d'introduction, je vais essayer de planter le décor par rapport à la notion de fécondité, par rapport aux enfants que l'on obtient et les difficultés qu'on peut avoir pour en faire. Ensuite, on verra en quoi on peut avoir des éléments qui montrent que notre fertilité pourrait être en danger. Et puis ensuite, le docteur Vaudin donc, vous présentera les perturbateurs endocriniens. Puis ensuite, je reprendrai la parole pour essayer de voir quelles sont les hypothèses qui montrent qu'il pourrait y avoir un lien troublant entre perturbateurs endocriniens et fertilité. Et puis ensuite, le docteur Vaudin reprendra à nouveau la parole pour vous donner des pistes pour essayer de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui ont des effets sur notre santé au-delà de la fertilité que nous allons voir aujourd'hui. Et puis ensuite, on conclura nos propos avant de pouvoir échanger avec vous. Alors, tout d'abord, en introduction, il y a quelques faits qui sont importants donc à considérer. C'est que vous voyez que ce qu'on appelle l'indice de fécondité ou le taux de fécondité, ça correspond au nombre moyen d'enfants par femme. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau du monde, avec l'échelle du temps, vous voyez que dans les années 1970, il y avait environ 5 enfants par femme, fait au niveau donc mondial. Et si on se projette 50 ans plus tard, en 2020, ce nombre a diminué d'environ la moitié. On est passé de 4,8 à 2,3 enfants en moyenne par femme dans le monde.
Si on regarde les résultats à l'échelle de notre pays, en France, les derniers chiffres, on est encore plus bas. On est à 1,62 enfants par femme. Alors ce chiffre, il faut aussi le confronter avec un autre chiffre qui intéresse les épidémiologistes, qui est le chiffre de 2,1. En fait, si on veut qu'il y ait un renouvellement des populations, des générations suffisant, c'est-à-dire qu'il y ait autant de naissances que de décès, il faut idéalement que chaque femme fasse 2,1 enfants. Donc ça s'explique par des calculs, hein, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais ce seuil, il permet de maintenir une population constante. Et lorsqu'on vous montre un petit peu ce graphique, vous voyez, si vous regardez, alors toutes ces courbes, ça correspond à différentes régions du monde, mais si vous regardez la courbe bleu ciel, vous voyez que là, en 1950, on était à l'échelle mondiale un peu moins de 5 enfants par femme, et puis depuis, la moyenne diminue jusqu'à passer, dans les années sans doute 2030-2040, sous la barre fatidique des 2,1 enfants par femme. Ça sera au niveau mondial. Et ce qui est aussi intéressant de regarder sur cette figure, c'est que, quelles que soient les régions du globe que vous regardiez, même dans les territoires comme l'Afrique subsaharienne où on fait beaucoup d'enfants, eh bien, les courbes ont toujours le même aspect descendant. Hein, et donc, à la fin de ce siècle, on sera donc dans les projections aux alentours de 1,8 ou 1,6 en moyenne. On sera bien passé sur ce seuil de 2,1. C'est aussi intéressant de regarder sur cette figure. Vous voyez, il y a toujours ce seuil de 2,1 et lorsque le nombre moyen d'enfants par femme est inférieur à ce seuil, vous voyez, ce sont des petits ronds en gris clair, en gris foncé. Et vous voyez que ça caractérise les continents américains, Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Inde. Hein, certaines régions asiatiques, comme le Japon, la Corée, eh bien, sont très affectées. Hein, ils font très très peu d'enfants. Hein, alors d'autres territoires en font plus, mais comme je vous le disais, même dans les territoires où on faisait beaucoup d'enfants, eh bien, le nombre d'enfants par femme diminue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fécondité quand on va donner naissance à un enfant. Alors, bien sûr, là, ce qu'on constate, hein, c'est une vraie réalité, c'est la réduction du nombre d'enfants par femme, et donc, il y a une certaine infécondité qui se met en place. Alors, le fait de ne pas avoir d'enfants, ça peut être aussi quelque chose de volontaire, hein, ça peut être un choix de société, et là, ça rentre pas dans nos propos, on peut décider de ne pas faire d'enfants ou d'en faire moins, mais ça peut être aussi involontaire. On voudrait bien avoir un enfant, et on n'y arrive pas. Donc, on a un désir de vouloir concevoir, on maîtrise ce moment, on est prêt à être parent, on veut être parent, mais on n'arrive pas à concevoir. Donc ça, ce qu'on ne va pas maîtriser dans notre vie, c'est le moment où la grossesse va débuter. Et donc parfois, on vient dans un service comme le mien, où on va explorer la fertilité, et on constate que nos habitudes de vie, et on va le voir, potentiellement notre environnement, peuvent affecter la fertilité. Parmi les chiffres qui sont intéressants à consulter, eh bien, en fonction des sources, suivant qu'elles sont plus ou moins optimistes ou pessimistes, eh bien, on estime qu'un couple sur 7 seulement, pour les versions les plus optimistes, ou un couple sur 4, pour les versions les plus pessimistes, vont avoir des difficultés à concevoir au cours de leur vie au moins le premier enfant. C'est la situation la plus fréquente, mais parfois on arrive à faire le premier enfant et on n'arrive pas à grandir la famille. Et des rapports qui ont été réalisés en France estiment que parmi la population qui est en âge de procréer, entre 20 et 49 ans, eh bien, plusieurs millions de femmes et d'hommes vont avoir des difficultés à concevoir, hein, ce qui représente une part importante de notre population. Alors, ces causes d'infertilité, elles sont le plus souvent multifactorielles. Vous voyez que à peu près 1 fois sur 3, hein, pour les couples hétérosexuels, c'est un problème mixte, un problème masculin plus un problème féminin. 1 fois sur 3, c'est un problème exclusivement féminin. 1 fois sur 3, un problème exclusivement masculin. Et parfois, c'est un peu frustrant. On n'arrive pas à concevoir. Hein, on parle d'infertilité inexpliquée. Donc, vous voyez, hein, il y a cette notion donc d'infécondité volontaire ou involontaire. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous laisser à penser que notre fertilité pourrait être en danger? Alors,
depuis la nouvelle loi de bioéthique de 2021, j'allais dire que les bébés, ça se fait à 2. Alors on peut aussi faire un bébé tout seul, hein, pour des femmes seules, maintenant c'est possible, mais on a toujours besoin du gamète mâle, le spermatozoïde, du gamète femelle, l'ovocyte, pour former un œuf. Et il faut bien dire qu'au niveau de ces 2 gamètes, on a surtout des éléments d'information beaucoup plus clairs sur le spermatozoïde et sur l'impact que peut avoir notre environnement sur le spermatozoïde. Pourquoi ? Parce que le spermatozoïde, eh bien, il est plus facilement accessible, hein. On peut faire un recueil de sperme et compter le nombre de spermatozoïdes, regarder leur qualité. Donc on a un accès beaucoup plus facile, même dans le temps, sur la qualité des spermatozoïdes. Et je vous montre, à titre indicatif, un article qui avait fait à l'époque un peu le buzz, parce que c'était un article, vous voyez, qui date des années 1990, et c'était un chercheur scandinave qui s'était intéressé à la production de spermatozoïdes dans le temps. Et il était remonté, vous voyez, dans les années 1930, 1938, jusqu'aux années 1990 à peu près. Et il avait regardé, dans ce qui avait été publié à différentes époques, quelle était la concentration des spermatozoïdes. Et vous voyez que, en faisant une moyenne, eh bien, il avait mis en évidence qu'il y avait une pente décroissante et que la production de spermatozoïdes, elle, déclinait avec le temps. Alors bien sûr, il y avait plus d'études dans les dernières années que dans les premières. Cet article avait fait l'objet d'un certain nombre de discussions, hein, parce qu'il pouvait y avoir des biais liés à la méthodologie, mais il avait jeté un vrai pavé dans la mare, et en fait, beaucoup d'équipes qui étaient impliquées dans la reproduction avaient commencé à faire leurs propres recherches. Et depuis, les publications ont été très nombreuses, et elles vont toutes dans le même sens. Hein. Les publications sont régulièrement retrouvées dans la littérature, et vous voyez que dans ces données, en 2017, on avait des informations sur l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe et une partie de l'Asie. Et en fait, ce qu'on retrouvait, c'est que quand on mesurait la concentration de spermatozoïdes dans ces différents territoires, dans les années 1970, la quantité de spermatozoïdes était d'environ 100 millions par millilitre de sperme. Hein, et lorsqu'on faisait le bilan en 2018, eh bien, on avait réduit de moitié le nombre de spermatozoïdes. Donc une diminution de la production de spermatozoïdes et à l'échelle très importante au niveau du territoire. Et dans la dernière publication de 2023, où on a pu accéder à des données en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, eh bien, on retrouve cette même tendance avec un déclin de la production de spermatozoïdes. Et pour compléter l'information sur cette diapositive, vous voyez que dans les années 1970, on estimait que cette diminution de production de spermatozoïdes était de l'ordre de 1% en moins tous les ans. Et vous voyez que depuis la période donc, des années 2000, eh bien, cette diminution s'est encore accélérée. C'est moins 2 à moins 3% par an, donc un déclin. Et c'est à l'échelle mondiale, cette production de spermatozoïdes. Alors, c'est quelque chose qui est maintenant incontesté, hein, cette diminution de la production de spermatozoïdes. Ça se fait à une échelle qui est beaucoup trop rapide pour qu'on puisse impliquer un paramètre génétique. Et donc, ce sont plutôt des modifications de nos habitudes de vie et de notre environnement qui pourraient expliquer une telle évolution. Et puis enfin, du côté masculin, c'est pas en rapport avec la fertilité, mais c'est quand même en rapport avec le testicule, qui est le lieu de production des spermatozoïdes. Eh bien, vous voyez, sur toutes ces courbes, c'est la fréquence de cancer des testicules qui est mesurée. Et vous voyez que là aussi, toutes les courbes vont toutes dans le même sens, vers une augmentation, que l'on regarde des pays qui concernent l'Europe du Nord, les Amériques, l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Ouest, dont la France, eh bien, la fréquence, l'incidence de cancer testiculaire est en augmentation. Donc, tout ça, ce sont des événements qui sont assez troublants. Du côté féminin, ça n'est pas aussi facile de mesurer le stock des ovules parce qu'ils sont conservés dans le corps de la femme, ils ne sont pas émis à l'extérieur du corps comme les spermatozoïdes.
Et les moyens de mesure ne sont pas les mêmes, ce sont des dosages d'hormones, des examens échographiques, et on n'a pas tout le recul sur plusieurs dizaines d'années auparavant, puisque les technologies n'existaient pas, ces dosages n'étaient pas les mêmes que chez l'homme. Donc c'est beaucoup plus indirect. Ceci étant, le paramètre le plus fort, même si je ne vais pas m'y attarder trop longtemps du côté féminin, c'est qu'on fait son bébé de plus en plus tard. Et ça, l'horloge biologique qui tourne, c'est un élément fort parce que les succès seront moins performants, même en passant en aide médicale à la procréation lorsque l'âge augmente. Vous voyez, à titre indicatif, sur toutes ces courbes, celle qui est la plus intéressante, c'est celle qui est représentée en vert, c'est l'âge moyen du premier enfant. Eh bien, vous voyez qu'en 1974, c'était 24 ans et en 2024, on a passé les 30 ans. Donc 31 ans, l'âge moyen du premier enfant. Donc ça, c'est un élément important. Alors bien sûr, il y a des raisons là aussi sociétales, mais c'est une réalité. On fait ses enfants plus tard. Et puis, dernière aussi information qui peut être intéressante, c'est qu'on a de plus en plus besoin de l'aide médicale à la procréation pour faire son bébé. Vous voyez, sur ces courbes, vous avez l'évolution avec le temps du nombre de naissances qui sont obtenues par fécondation in vitro, qui est une technique d'aide. Et puis sur la deuxième courbe, en haut, c'est les naissances qui sont obtenues soit par insémination ou fécondation in vitro, donc deux techniques. Et vous voyez qu'il ressort que actuellement, en France, 3% environ des enfants naissent par aide médicale à la procréation. Donc un enfant sur 30, donc dans une classe de 30, eh bien vous avez un enfant qui a été conçu par aide médicale à la procréation. Ce sont des chiffres qui sont en augmentation et donc qui montrent indirectement qu'on a peut-être besoin de plus en plus d'une aide pour faire des bébés. Donc voilà un petit peu les premiers points qui peuvent être un petit peu des signaux d'alerte par rapport à notre fécondité et par rapport à notre fertilité. Alors, quid maintenant des perturbateurs endocriniens ? Alors, les perturbateurs endocriniens, c'est un terme que vous avez sûrement entendu parler, mais qu'on vous a peut-être pas forcément bien expliqué. Donc c'est un peu ce que je voudrais faire maintenant. Donc vous savez que nos hormones pilotent tout un tas de grandes fonctions physiologiques. Et sans nos hormones, eh bien, on ne peut pas fonctionner de manière optimale. Et ces hormones nous participent à ce qu'on appelle à l'homéostasie, c'est-à-dire au fait que tous les paramètres physiologiques soient le plus constants possible et le plus optimal possible. Donc là, je vous ai donné le répertoire des hormones qui sont produites par le corps humain. Ouais, je vais peut-être prendre le micro. Qui sont produites par le corps humain. Et donc, c'est pas une liste exhaustive. Et vous voyez que j'en ai surligné quelques-unes en rose. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui sont le plus sujets à la perturbation endocrinienne. Je m'explique. Là, sur la ligne du haut, donc je vous ai donné la structure physico-chimique d'hormones que l'on produit naturellement. Le stradiol, l'hormone sexuelle féminine, testostérone masculine et la thyroxine. Donc c'est une hormone qui est produite, une des deux hormones qui est produite par la thyroïde. Et en dessous, en jaune, je vous ai donné la structure physico-chimique de produits chimiques produits par l'homme. Et vous pouvez voir, en comparant les structures physico-chimiques des uns et des autres, que certains produits chimiques ressemblent fortement à nos hormones. Elles ressemblent tellement à nos hormones que si ces produits chimiques rentrent dans le corps humain, eh bien, elles peuvent remplacer nos hormones et ainsi perturber le message que nos hormones véhiculent dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'effet perturbateur endocrinien. L'effet perturbateur endocrinien, c'est quoi pour vous schématiser ? Mais ici, je vous ai représenté une hormone physiologique qui va donner un effet physiologique normal. Eh bien, vous pouvez avoir des produits chimiques qui ont un effet perturbateur endocrinien agoniste, c'est-à-dire qui vont amplifier le signal de nos hormones. À l'inverse, vous avez des perturbateurs endocriniens qui ont un effet, ce qu'on appelle antagoniste, c'est-à-dire qui vont diminuer ou carrément annuler le message de nos hormones. D'où l'effet perturbateur endocrinien. L'effet perturbateur endocrinien peut aussi se manifester par un produit chimique qui ne va pas forcément remplacer nos hormones, mais qui va interférer avec la production de nos hormones. Et enfin, l'effet perturbateur endocrinien peut aussi se manifester
par des produits chimiques qui vont interférer avec le transport de nos hormones. Parce que les hormones, ils vont passer par le sang. Et au cours de ce transport, eh bien, vous pouvez avoir des produits chimiques qui modifient et qui perturbent le transport de nos hormones. Alors, ces perturbateurs endocriniens, où les trouve-t-on? Eh bien, c'est assez vaste et divers. Hein. Donc, dans les j'en ai parlé, des produits chimiques. Il y a 3 grandes classes de produits chimiques où on trouve des perturbateurs endocriniens, que ce soit les plastifiants, les conservateurs et la famille des PFAS. En ce moment, on entend parler pas mal. Donc, les plastifiants, vous avez 2 molécules que vous connaissez, enfin au moins une, le bisphénol ou les bisphénols, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Le bisphénol A, il y a quelques années, ça fait le buzz avec les biberons, mais il y a bien d'autres bisphénols qui ont aussi des effets toxiques et similaires au bisphénol A, et des phtalates qui rentrent dans la composition de pratiquement tous les plastiques. Ce qui fait qu'on retrouve ces molécules dans ce qui nous environne. Et principalement donc dans les emballages alimentaires, les contenants en plastique, les films alimentaires, les serviettes hygiéniques aussi, on trouve du bisphénol A dans les serviettes hygiéniques, des pesticides aussi, parce que c'est composé de coton, et si le coton est cultivé avec des pesticides, on retrouve des pesticides dans les serviettes hygiéniques, dans les tampons aussi. On retrouve ces molécules dans les jouets en plastique, dans les sols PVC, surtout les phtalates, et les cosmétiques. C'est ce qui rend les cosmétiques, c'est ce qui les rend peut-être plus brillants, et c'est ce qui leur donne une certaine texture. Autre famille où on retrouve des molécules à effet perturbateur endocrinien, ce sont les conservateurs. Des conservateurs que l'on trouve soit dans les cosmétiques ou dans les aliments. Ces conservateurs sont soit le triclosan ou les parabènes, des parabènes qui rentrent directement dans la composition de nos aliments. Donc si vous voyez sur des étiquettes des chiffres qui vont de E214 à E219, eh bien ce sont des produits chimiques, ce sont des parabènes qui ont pour fonction de maintenir l'aliment en conditions pas stériles, mais au moins que ça va permettre de les conserver plus longtemps. Et enfin, un petit point sur les PFAS, les molécules per- et polyfluorées, qui donnent aux objets qui contiennent ces molécules des propriétés assez intéressantes, hein, puisque ce sont des imperméabilisants, des antigraisses, des antiadhésifs. Ils permettent une résistance thermique et mécanique, ce qui fait qu'on les trouve dans beaucoup de produits du quotidien. On les dit ubiquistes parce qu'ils sont non seulement dans nos produits du quotidien, mais aussi dans l'environnement. On les appelle aussi des polluants éternels parce que lorsqu'ils sont dans l'environnement, ils sont très difficiles à dégrader du fait de leur résistance thermique et mécanique. On les trouve dans l'eau du robinet. Là, récemment, il y a une étude qui a été faite par France Bleu, qui s'appelle maintenant ICI, et ils ont fait une campagne de dosage dans les eaux du robinet, et on trouve de ces molécules dans l'eau du robinet. Ces molécules, elles sont nombreuses. On retrouve plus de 10 000 molécules différentes qui font partie des PFAS. Et un petit point qui est encore plus embêtant, c'est qu'on a la capacité de les accumuler dans le corps humain, et notamment dans les tissus adipeux, dans les graisses, comme beaucoup d'autres polluants environnementaux, dont les pesticides et d'autres. Et en ce moment, c'est une préoccupation majeure. Hein. Il y a beaucoup de rapports gouvernementaux. L'ANSES aussi se mobilise autour de ces molécules parce que c'est en train de devenir un vrai problème. Autre secteur où il y a des molécules à effet perturbateur endocrinien, ce sont les pesticides, que ce soit les pesticides à usage agricole mais aussi domestique, des pesticides que vous utilisez en insecticide ou alors des antiparasites que vous donnez à vos animaux de compagnie. Ce sont des pesticides. Ces pesticides, qu'ils soient utilisés dans le cadre agricole ou domestique, vont se retrouver dans les eaux de rivière et, à terme, dans l'eau du robinet. Donc, il y a une surveillance qui est faite vis-à-vis de ces pesticides. C'est l'ARS qui surveille. Et là, vous avez une carte. Donc, tous les ans, l'ARS donne une carte de la région avec tous avec une carte et où vous voyez de la couleur. Ça veut dire que vous avez un point de distribution où il y a présence de pesticides. Alors, ça ne veut pas dire que l'eau n'est pas potable, mais c'est qu'elle n'est plus de qualité. C'est une petite nuance. Vous voyez qu'on voit certains pesticides et certains métabolites de pesticides
qui sont interdits depuis très longtemps, hein, l'atrazine et des résidus d'atrazine qu'on trouve dans l'eau du robinet alors que l'atrazine est interdit depuis 2023. D'autres métabolites de pesticides qui sont interdits de manière plus récente, mais qu'on retrouve dans l'eau du robinet. Et on retrouve aussi un pesticide, le flufénacet, qu'on retrouve, qui est utilisé sur des cultures divers, qui se dégrade en PFAS. Et ça ajoute à cette problématique des PFAS que j'ai évoquée tout à l'heure. Si on regarde le nombre de personnes qui sont concernées par cette eau du robinet qui contient des pesticides, à l'échelle de la région, ça fait presque 45% de la population qui est alimentée avec une eau qui est non conforme en termes de qualité. Encore une fois, elle est potable, mais elle n'est plus considérée de qualité. Autre secteur qui génère des molécules à effet perturbateur endocrinien, ce sont ce qu'on appelle les résidus médicamenteux. C'est-à-dire ce sont les médicaments que l'on rejette dans l'environnement, que l'on prend, qui sont rejetés par les urines, les fesses, qui sont mal retraités par les stations d'épuration et qui sont évacués par l'eau de rivière, les nappes phréatiques, et potentiellement qu'on peut retrouver dans l'eau du robinet. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ça. Ce que l'on sait par contre, c'est une publication de 3 ans. À l'échelle du globe, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur plusieurs points, sur plusieurs rivières, sur plusieurs pays, y compris au pôle sud. Et ils ont dosé 60 résidus médicaments. Ce que l'on remarque, c'est que si on prend l'exemple ici de la metformine, et j'ai pas mes lunettes. Qu'est-ce que tu lis là, Fabrice? La carbamazépine, pardon, excusez-moi. La carbamazépine qui est un antiépileptique et la metformine qui est un antidiabétique. Eh bien, on retrouve ces médicaments dans 6 cas sur 10 lorsqu'on fait des dosages dans les rivières. Le problème, c'est que potentiellement, ce sont des molécules que l'on peut retrouver dans l'eau de boisson. Et la question qui se pose, c'est quel peut être l'effet de cette exposition qui est continue, c'est l'eau du robinet, on en boit tout le temps, à des doses certes beaucoup plus faibles que des médicaments, mais quel peut être l'effet sur des gens qui n'ont pas besoin de médicaments, qui n'ont pas besoin d'antiépileptiques et qui n'ont pas besoin d'antidiabétiques. Et ça, ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. On est exposé, donc on est aussi imprégné, donc on sait doser, on a dosé ces molécules pratiquement dans tous les compartiments du corps, dans le cerveau, dans le liquide céphalorachidien. On a même retrouvé des microplastiques dans le cerveau, donc ça c'est très récent. Dans les cheveux, dans le sang, dans les graisses, on a vu ça, dans le lait maternel qui est un tissu gras. Donc on a dosé des perturbateurs endocriniens dans le lait maternel, notamment des retardateurs de flamme. Dans le méconium, donc qui est les premières fesses du nourrisson, dans les urines, dans le sang de cordon, y compris dans le liquide folliculaire, c'est un liquide dans lequel va maturer l'ovocyte, et dans les spermatozoïdes. Donc, on est imprégné et on a du mal à imaginer qu'il n'y a pas un effet sur la santé et potentiellement sur l'infertilité. Merci. Donc, vous avez bien vu, ces perturbateurs endocriniens, ils sont très nombreux. Leur fonction, comme leur nom l'indique, de manière très explicite, c'est de potentiellement perturber le fonctionnement des glandes. Des glandes, on en a un certain nombre au sein de notre corps qui ont besoin d'hormones pour fonctionner ou qui produisent eux-mêmes des hormones. Et au niveau de l'appareil reproductif, si on s'intéresse au versant masculin, eh bien les testicules ont besoin d'hormones pour fonctionner et produisent aussi des hormones, la testostérone. Alors, il y a de très nombreuses publications que l'on retrouve pour faire le lien entre perturbateurs endocriniens et fertilité. Je vous en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous extraire juste les messages les plus importants pour essayer de balayer, d'illustrer un petit peu ce qu'a dit le docteur Vaudin. Donc,
Il vous a parlé des bisphénols qui sont très présents. C'est une famille pour laquelle on a interdit le bisphénol A en 2015 au niveau des contenants alimentaires, mais dans cette famille, il y a d'autres bisphénols qui suivent, bisphénol S, bisphénol F, il y en a presque autant que de lettres de l'alphabet, et donc on a pratiquement toujours un train de retard par rapport aux industriels. Et vous voyez qu'ils ont recherché dans ce travail, c'était à peu près 1000 patients qui étaient pris en charge pour infertilité, donc en AMP en Chine, et chez les messieurs, ils ont recherché la présence de bisphénol dans les urines. Et vous voyez que sur la partie gauche, ils ont donc, quand on se déplace ici sur le sens de la flèche, on trouve de plus en plus de bisphénol dans les urines. Eh bien, plus il y a de bisphénol dans les urines, plus le risque d'avoir un nombre de spermatozoïdes qui diminue augmente. C'est comme ça que c'est légendé. Et de la même façon, lorsque la quantité de bisphénol dans les urines augmente, eh bien on s'aperçoit que les spermatozoïdes, non seulement ils sont moins nombreux, mais le risque d'avoir des spermatozoïdes moins mobiles augmente. Donc s'ils ne sont pas très mobiles, ils ne sont pas très intéressants pour la fertilité. Donc moins nombreux, moins mobiles, plus on retrouve du bisphénol dans les urines chez ces patients. Les phtalates, c'était aussi des éléments qui sont des plastifiants importants. Là, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur environ 500 patients pris en charge pour des difficultés à concevoir, et ils ont dosé les phtalates dans les urines. Eh bien, ils ont retrouvé les mêmes messages, c'est-à-dire que plus ils retrouvaient des phtalates dans les urines chez les messieurs, plus le risque d'avoir moins de spermatozoïdes, d'avoir un nombre affecté, augmentait. Et le risque d'avoir des spermatozoïdes moins mobiles, donc moins fécondants, augmentait aussi. Autre exemple, les organophosphorés, qui sont des pesticides. Là, c'est une diapositive qui peut paraître un petit peu plus lourde à voir, mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, ils ont mesuré, chez les messieurs, le fait qu'ils soient exposés ou pas à ces produits organophosphorés. C'est un travail qui a collecté des données de plusieurs études pour avoir des gros effectifs. Et vous voyez que le petit losange noir, ça représente un petit peu la moyenne des études qui étaient représentées par les petits carrés verts. Et qu'est-ce qui ressort de ce travail? C'est que plus vous êtes exposé à des organophosphorés, plus vous êtes du côté négatif, c'est-à-dire que votre production de spermatozoïdes va être diminuée si vous êtes beaucoup exposé. Et lorsqu'on regarde la qualité des spermatozoïdes que vous produisez, eh bien, en termes de mobilité, qui est le paramètre le plus important pour les spermatozoïdes, plus vous êtes exposé, plus vous êtes du côté négatif, c'est-à-dire moins vos spermatozoïdes sont mobiles et donc moins intéressants. Ça, c'était pour les organophosphorés. La dioxine, qui est aussi une autre molécule qui est potentiellement néfaste pour nous. Alors, c'est pour une étude, alors là, les plus anciens, entre guillemets, mais dont je fais partie, peuvent peut-être se souvenir de cet accident de Seveso en 1976. C'était une usine qui avait explosé en Italie. Et en fait, de la dioxine avait été répandue dans l'atmosphère suite à cette explosion. Et en fait, des chercheurs se sont intéressés à la production de spermatozoïdes chez les petits garçons qui étaient nés à cette période dans cette région de Seveso. Et en fait, ils avaient donc fait des recueils de sperme chez des petits garçons qui avaient vieilli, qui étaient devenus des hommes, mais qui avaient pu être exposés à cette dioxine pendant qu'ils étaient soit encore dans le ventre de leur maman, ou alors qu'ils venaient juste de naître et qu'ils étaient potentiellement allaités par leur maman. Et vous voyez que si on regarde la partie gauche de ce schéma, vous voyez donc il y avait des enfants qui étaient plus fortement exposés du fait de la proximité géographique, moyennement exposés ou pas exposés du tout. Eh bien, vous voyez que ceux-là, ils avaient été nourris au biberon, donc un allaitement artificiel. Mais malgré tout, plus ils avaient été exposés, plus leur production de spermatozoïdes avait été affectée. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand ils ont regardé les bébés qui avaient été allaités au sein par leur maman, eh bien eux, leur production de spermatozoïdes était encore plus fortement aggravée. Ils avaient beaucoup moins de spermatozoïdes en particulier. Et ça s'explique par ce fait que cette dioxine, qui avait été malheureusement donc captée par la maman, eh bien avait été transmise dans le lait et la maman avait contaminé donc le bébé par le lait puisqu'il est éliminé ensuite donc dans le lait plusieurs mois, et c'était plusieurs mois après l'explosion d'urine. Donc vous voyez des effets à long terme du fait d'une exposition soit
pendant la grossesse, soit pendant la jeune enfance. Du côté féminin, pour prendre juste quelques exemples, les ovaires, chez la femme, ont aussi besoin d'hormones pour fonctionner, et les ovaires produisent des hormones. Donc, ce sont aussi donc des cibles potentielles des perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Je vous ai choisi quelques articles pour illustrer un petit peu nos propos. Si on reprend les bisphénols dont on a parlé donc plusieurs fois, dans ce travail, ce sont des patientes américaines, environ 200, qui avaient été pris en charge en fécondation in vitro, donc pour des difficultés à concevoir, et ils ont dosé chez ces patientes le bisphénol A dans leurs urines. Et en fait, ils ont constaté plusieurs choses. C'est que la quantité d'ovocytes, d'ovules, qui étaient donc présents chez ces patientes, vous voyez, ce sont les courbes en noir, eh bien, vous voyez que les courbes en noir, elles diminuent au fur et à mesure que la quantité de bisphénol dans les urines augmente. Donc la femme a moins d'ovules dans ses ovaires. La deuxième courbe, en grise, c'est un petit peu plus compliqué, ce sont des ovocytes qu'on appelle matures, ceux qui peuvent être fécondés. Eh bien, vous voyez que les ovocytes qui peuvent être fécondés sont aussi en diminution lorsque la quantité de bisphénol augmente. Et enfin, le troisième point, c'est les ovocytes qui sont fécondés, c'est les parties blanches, les colonnes blanches. Eh bien, vous voyez que la fécondation, elle marche moins bien. Ces ovocytes sont moins bien fécondés si vous avez beaucoup de bisphénol dans vos urines. Autre perturbateur endocrinien dont on vous a parlé, les phtalates. Là, ce sont des études qui se sont intéressées aux patientes qui souffraient d'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie dont on parle heureusement de plus en plus, qui touche à peu près 10% des femmes, qui est très invalidante, qui peut provoquer donc toute une série donc de troubles dans la vie de tous les jours, mais qui peut être aussi une source d'infertilité. Et en fait, c'était des patientes qui étaient potentiellement donc suivies pour leur endométriose. Eh bien, les chercheurs se sont aperçus que chez ces patientes, on retrouvait des phtalates dans leur sang et dans leurs urines en quantité plus importante que chez des femmes qui n'avaient pas d'endométriose. Autre exemple, le docteur Vaudin vous a parlé des polluants éternels, des PFAS. Eh bien là, c'est une étude au Royaume-Uni qui s'est intéressée à des femmes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, en abrégé SOPK. C'est un trouble hormonal qui est associé à des troubles de l'ovulation. Lorsque les femmes ont cette pathologie, elles ovulent moins bien, elles ont des cycles irréguliers, et en fait, ils ont dosé ces polluants particuliers donc dans le sang de ces patientes. Et vous voyez que c'est le petit graphique qui vous est proposé. Lorsque les femmes ont des cycles très irréguliers, eh bien, on retrouve chez elles des taux plus élevés que chez les femmes qui ont des cycles plus réguliers. Donc, chez les femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, on retrouve ces PFAS en quantité plus importante. Et puis enfin, parce qu'on pourrait aussi continuer ce catalogue à la Prévert très, très longtemps, c'est une autre illustration un petit peu de ce qu'on appelle l'exposition multiple, ce qu'on appelle parfois les cocktails des perturbateurs endocriniens, parce que malheureusement, on n'est pas exposé, vu la quantité de molécules, à une seule molécule, mais à des très nombreuses molécules. Dans ce travail, là aussi originaire de Chine, pour 150 patientes, ils ont recherché dans le liquide folliculaire, qui est le liquide qui entoure l'ovocyte au niveau des ovaires, qui le conserve, ils ont recherché la présence de toxiques. Et en fait, qu'est-ce qui ressort de ce travail? C'est que donc ils ont recherché des parabènes, des bisphénols, des phtalates et des PFAS. Et chez les femmes qui avaient les valeurs les plus élevées pour ces 4 toxiques, eh bien, le risque d'avoir une chute du nombre de leurs ovocytes, de leurs ovules, était plus important. Donc, le risque d'avoir moins d'ovocytes, d'ovules augmente lorsque vous êtes plus intoxiqué avec ces molécules au niveau donc du liquide qui entoure ces gamètes. Donc vous voyez qu'il y a un lien quand même qui est troublant entre des troubles de la fertilité et le fait de retrouver ces perturbateurs endocriniens en quantité anormalement élevée.
Merci Fabrice pour ce tableau peu reluisant, mais c'est une réalité. Hein. On est fortement exposé, on est imprégné et les effets sont là, sont mesurés. Donc on peut se dire, effectivement, on est cerné. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose, sachant l'ampleur et où on trouve ces molécules à effet perturbateur endocrinien. Donc effectivement, on peut faire quelque chose. Donc voilà, on sait que notre santé interne dépend de notre environnement extérieur. Mais on distingue deux types d'environnement. Donc un environnement qui est général, c'est un environnement extérieur que l'on maîtrise pas. Voilà, on habite en ville, on est soumis au bruit, on est soumis aux échappements de voitures. Le changement climatique, c'est quelque chose que l'on subit. On n'a aucun levier là-dessus. À côté de cet environnement général, vous avez un environnement extérieur dit spécifique. Et là, c'est associé plus à votre mode de vie. Et là, c'est en fonction de vos choix que cet environnement va avoir un impact plus ou moins important sur votre santé. C'est quoi cet environnement spécifique ? C'est est-ce que vous fumez ? Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ? Est-ce que vous faites du sport ? Vos produits ménagers, est-ce que vous faites attention ? Et ainsi de suite. Et ça, on a une maîtrise totale sur cet environnement-là. Et dans cet environnement spécifique, il existe des molécules à effet perturbateur endocrinien, et donc en faisant les bons choix, eh bien, on peut réduire notre exposition, et ainsi réduire l'impact sur notre santé. Donc il faut en permanence se questionner. Donc au début, c'est pas facile de toujours se poser la question, mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça va tout seul. Vous avez vu que ces molécules, beaucoup sont des plastifiants. La première chose, c'est qu'est-ce que l'on fait de nos plastiques, de nos déchets plastiques. Et le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on va essayer de réduire notre utilisation de plastique. Des fois, ça peut paraître du bon sens, mais dans le cadre des perturbateurs endocriniens, c'est une réalité. On va limiter les emballages alimentaires, parce qu'il y a un risque de transfert de plastifiants qui sont dans ces emballages vers les aliments. Et ce transfert est d'autant plus efficace que si on chauffe. Donc, voilà, un message, si vous pouviez le retenir, c'est on va éviter de réchauffer notre gamelle le midi au boulot ou même chez soi dans du plastique au micro-ondes. Parce que là, vous allez accélérer le transfert vers l'aliment. Vous allez faire attention aussi aux aliments ultra transformés qui contiennent des conservateurs, on en a parlé tout à l'heure, les parabènes. Et d'autres, mais y compris des bisphénols, qui sont dans ces produits, dans ces aliments ultra transformés. Donc on va utiliser des aliments bruts que l'on va cuisiner. Voilà, on a un aspect social aussi, de transmission avec ses enfants, ça c'est quand même assez gratifiant. Je vous parle beaucoup de choses, de faire attention tout ce qui touche autour de la cuisine. Et effectivement, pourquoi ? Parce que 85 à 90% de notre exposition aux perturbateurs endocriniens vient de l'alimentation. Donc si on fait vraiment un effort sur l'alimentation, on peut réduire considérablement notre exposition. Donc en général, on va essayer d'éliminer le plastique dans notre cuisine. Pas forcément l'alimentation, mais aussi pour faire notre cuisine. Tous les ustensiles en plastique, on va les remplacer par du bois, de l'aluminium. Les contenants en plastique, je ne cite pas la marque, mais ça commence par Tupper et ça finit par Ware. Donc ça, on va éliminer. On va éviter de se les passer de mère en fille, parce qu'ils sont abîmés, ils sont usés. Et plus ils sont usés, plus le plastique va être relargué. On va préférer le verre, la céramique, le métal. Attention, pas au micro-ondes, mais on va préférer le métal. Les poêles aussi, on parlait des PFAS, des revêtements Téflon, c'est du PFAS. Donc on va éviter, je sais que c'est pratique, ça colle pas, mais l'aluminium, c'est quand même beaucoup plus neutre pour notre santé. Donc vraiment faire attention à la cuisine, pas l'alimentation, mais la cuisine de manière générale. On peut aussi faire attention à d'autres secteurs, les cosmétiques. Donc faire attention à ce qu'on achète pour ces produits de soins corporels, surtout et les cosmétiques, les maquillages, parce que généralement on les applique directement sur les muqueuses, que ce soit au niveau des paupières ou des lèvres, et ça passe directement dans le sang.
sans passer par le foie, alors que le foie a un effet détoxifiant. Donc, ça peut augmenter l'effet toxique si on passe par les muqueuses. Donc le dentifrice aussi, faire attention. Les cosmétiques, on peut les acheter, donc on peut faire attention à ce qu'on achète. On peut les faire aussi, on peut en faire certains. C'est très très facile à faire. Du baume à lèvres, ça prend 5 minutes et c'est très efficace. Vous pouvez faire aussi attention, voilà, si vous avez un projet de maternité, vous allez devoir faire la chambre de bébé. Donc faire attention à ce que vous utilisez dans le cadre d'ameublement. Sur le sol, évitez les sols PVC. Les meubles, on va éviter les meubles lamellés-collés. Vous pouvez acheter des meubles anciens qui sont massifs. Hein. Vous les retapez, c'est beaucoup plus neutre pour la santé. Les tapis, on va éviter. Les jouets, on a vu que les jouets en plastique étaient constitués de perturbateurs endocriniens. La législation européenne interdit les PFAS et les phtalates dans les jouets, mais c'est européen. Les jouets qui sont importés, on ne sait pas. Donc voilà, donc on peut aussi faire attention à ces différents secteurs. On va aussi faire attention à la période de vie où on est exposé. Il y a des périodes de vie où on est beaucoup plus sensible aux perturbateurs endocriniens que d'autres, notamment tout ce qui tourne autour de la gestation. Ça, faut faire attention, parce que le placenta a aucun rôle de barrière. Aucun. Et on va faire attention aussi à la petite enfance, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est ce qu'on appelle les 1000 premiers jours. C'est peut-être un concept que vous avez entendu parler. On va faire attention à donner un environnement le plus sain possible entre le moment de la conception et aux 2 ans de l'enfant. Ça fait à peu près 1000 jours. Et le fait d'avoir un bon environnement va conditionner la bonne santé une fois adulte. On va faire aussi attention à la puberté, parce que la puberté est déclenchée par les hormones sexuelles, et la ménopause aussi, parce que même s'il y a un déficit de production d'hormones, par contre, les récepteurs aux hormones sont beaucoup plus sensibles, et donc beaucoup plus sensibles à ces polluants environnementaux. On va faire aussi attention à certains secteurs professionnels qui peuvent être plus exposés que d'autres, le secteur agricole, pesticides. Le Parkinson, c'est considéré maintenant comme une maladie professionnelle dans le secteur agricole suite à une exposition des pesticides. Les pompiers, qui utilisent des mousses anti-incendie qui sont très chargées en PFAS. Les personnes qui travaillent dans le secteur de la beauté, de la cosmétique. Les fleuristes, qui vendent des fleurs. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu, ça a défrayé la chronique, hein, une fleuriste qui soupçonne sa petite fille d'avoir été en contact avec des pesticides contenus dans les fleurs, et cette petite fille est morte d'un cancer. Et le lien avec l'exposition aux pesticides dans les fleurs est fortement suspecté. Les fleurs, on veut que les fleurs soient impeccables, donc on met du pesticide pour que vraiment la fleur soit parfaite, mais c'est un revers. On s'est concentré sur l'homme, mais la faune sauvage aussi est impactée par ces perturbateurs endocriniens. Les animaux que l'on mange aussi. On n'a aucune idée sur quelle est la quantité de polluants environnementaux que l'on ingurgite en mangeant les animaux que l'on élève pour. On sait que dans le miel, il y a des pesticides. On sait que dans les plantes aussi, il y a un transfert de pesticides, soit vers les racines ou soit vers les feuilles ou les fruits. Les sols aussi, les sols sont imprégnés de ces polluants. On parlait des PFOS et des mousses anti-incendie. On retrouve dans les sites d'entraînement chez les pompiers des PFAS à 12 mètres de profondeur. Et oui, ça voyage. Et tout ça va dans les eaux de rivière, dans les eaux de surface. Et maintenant, voilà, on considère qu'il n'y a plus d'un côté la santé humaine et la santé des autres. Tout ça, c'est imbriqué. On parle maintenant d'une seule santé et on considère que pour que l'homme soit en bonne santé, il faut que son environnement soit en bonne santé, que ce soit les animaux, les plantes, la faune sauvage. Voilà, on arrive à la fin. Donc, voilà, les perturbateurs endocriniens, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On en entend parler épisodiquement par les médias. De temps en temps, les médias se saisissent du sujet. Mais voilà, il y a beaucoup de lobbying pour que qu'il n'y ait pas une ampleur beaucoup plus grande que ça. Mais c'est un vrai sujet. Donc, alors,
pour terminer, hein, donc vous l'avez vu, donc ces perturbateurs endocriniens, ils sont omniprésents dans notre environnement. Ils sont souvent peu biodégradables, donc ils ont tendance à s'accumuler donc dans l'environnement qui nous côtoie. Ils ont une grande affinité pour les graisses, hein, on dit qu'ils sont lipophiles, donc ils vont pouvoir s'accumuler dans notre corps, dans les tissus adipeux en particulier. Un autre point important, c'est qu'ils se concentrent le long de la chaîne alimentaire, hein, et donc nous, l'espèce humaine, on est plutôt au bout de la chaîne alimentaire, donc forcément, nous, par succession, hein, là c'est l'exemple des œufs de goéland, hein, qui de plancton de différents types arrivent aux œufs de goéland, mais on aurait pu prendre l'homme en espèce humaine comme un élément un peu terminal de la chaîne alimentaire. Et donc par exemple pour les poissons, il faut plutôt manger plutôt des petits poissons que des gros poissons qui vont être plus contenants de polluants. Donc c'est un vrai sujet d'actualité, hein, comme vous le disiez donc Pascal, on entend de plus en plus parler, et puis là aujourd'hui par exemple on échange avec vous. C'est un sujet qui est hyper complexe, hein, parce que ces effets, ils sont pas des effets immédiats, hein, c'est pas des effets qu'on va avoir dans les quelques jours suite à l'exposition. Vous avez vu, ce sont des effets différés, hein, et vous avez bien vu que la grossesse c'est un élément très important, et donc on peut être contaminé pendant qu'on était encore dans le ventre de notre maman, et ça bien sûr c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et bien sûr la maman ce n'est pas un acte volontaire de sa part, hein, donc un effet pendant qu'on est dans le ventre, et puis un effet ensuite, une manifestation ensuite après la naissance, voilà, l'allaitement, tous ces événements, ce sont des effets qui sont différés. On n'est pas exposé à une molécule, mais à des milliers de molécules à différents moments de notre vie. Donc il y a la notion de cocktail, la notion de chronicité, etc. On peut faire des études chez l'animal, hein, bien sûr, c'est ce qui est fait par nos collègues chercheurs, mais les extrapolations, elles ne sont pas simples, hein, parce que toutes les espèces animales n'ont pas la même sensibilité. Il y en a qui sont plus sensibles, d'autres qui sont plus résistantes, et quand on fait des essais sur des petites cellules, des cellules en culture, ça n'est pas un corps humain. Et puis, il y a aussi des effets transgénérationnels. On s'aperçoit, par exemple, pour certaines molécules comme le distilbène, que c'était la grand-mère qui a été exposée au distilbène, la maman n'a rien eu, mais c'est la petite fille qui a des manifestations cliniques. Et ça sera peut-être le cas pour d'autres molécules. Et vous voyez, donc ça rend l'enquête beaucoup plus complexe, puisque là, on remonte sur peut-être parfois plusieurs générations et donc dans le temps. Et puis, bien sûr, comme vous l'a dit aussi Pascal, il y a aussi quand même un impact économique, hein, qu'on ne peut pas négliger. Donc, il y a un peu des conflits, hein, des confrontations entre notre santé et puis l'aspect économique qui peut être associé. Mais malgré tout, c'est devenu, hein, sans doute que c'est pas pour rien, une cause nationale, et il y a eu un rapport qu'on peut vous inviter à lire, hein, qui a été publié en 2022, un rapport sur les causes d'infertilité, et c'est avec l'idée donc de mieux communiquer sur cette infertilité, hein, et puis essayer donc de prendre des décisions pour arriver peut-être à maîtriser les choses. Donc notre fertilité, vous l'avez bien compris, c'est un bien précieux mais fragile. L'espèce humaine, c'est une espèce qui est peu fertile, et il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait des grains qui viennent brouiller cette belle mécanique. Et comme vous le disiez donc Pascal, il y a des choses qu'on peut maîtriser, d'autres pas, mais il y a une partie donc de notre environnement qui est modifiable par notre comportement de tous les jours qu'on peut peut-être essayer donc d'améliorer. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix. On va passer maintenant à un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à lever bien haut la main, que je puisse vous voir et vous passer le micro, de façon à ce qu'on puisse se donner quelques temps d'échange. Alors, j'ai déjà deux questions. Je commence là et je vais voir Madame après. Bonsoir et merci beaucoup pour vos exposés. Je voudrais savoir si moi je suis venue dans cette conférence pour savoir si vous alliez répondre à des questions d'endocrinologie générale et pas forcément orientées vers la fertilité. Quelle est votre question alors ? Alors, moi, j'étais venue parce que je suis perturbée, parce que j'ai un problème endocrinien et j'ai un problème de thyroïdie.
Et j'ai un problème aussi, ça me fait énormément grossir. Et malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé d'endocrinologue qui pourrait prendre soin de ma situation. Alors j'aurais bien besoin d'aide, et c'est dans cet esprit-là que je suis venue ce soir. Alors, bien que que je ne sois pas concernée par la fertilité compte tenu de mon âge, mais c'était quand même très intéressant. Mais de toute façon, les perturbateurs endocriniens perturbent la fertilité, mais pas que. Impliqués dans les cancers hormonodépendants, l'obésité, même le développement cérébral. Donc, il n'y a pas que l'infertilité. Le problème, tu vas m'excuser Fabrice, mais les médecins sont très peu sensibilisés à cette problématique des perturbateurs endocriniens, y compris les endocrinologues. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence à des premières années de médecine sur les enjeux des perturbateurs endocriniens. Il y avait des étudiants de 5e année d'endocrinologie qui étaient là et qui n'avaient jamais entendu parler de perturbateurs endocriniens. Ça commence, il faut déjà que ça commence par là, que les professionnels de santé soient sensibilisés. On essaye de faire bouger les choses, c'est pas facile, mais on y arrive. Et le jour où ils seront sensibilisés et ils auront acquis des compétences dans le domaine, il y aura peut-être une meilleure prise en charge, ou au moins cette idée de quel est votre environnement, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous achetez, et ainsi de suite, et peut-être proposer des conseils personnalisés pour déjà réduire votre exposition et voir si vraiment ça a un impact sur votre santé. On sait qu'en prenant des modèles animaux, il y a un impact entre exposition, notamment avec des phtalates, et l'obésité, le diabète. Donc on sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui perturbent la production des hormones thyroïdiennes dans les modèles animaux. Donc dans les modèles animaux, il y a des données, ça existe. Après, comme disait Fabrice, pour extrapoler à l'homme, c'est pas évident. L'homme n'est pas un animal de laboratoire, on peut pas faire ce qu'on veut avec, comme ça. Mais il y a des données. Voilà. Et voilà, le jour où les professionnels de santé vraiment se seront accaparés ces données, ces notions, ça pourra peut-être évoluer. Bonsoir et merci aussi pour votre conférence. Moi, j'aurais 2 remarques à faire. Vous devez être au courant qu'on parle beaucoup justement avec les perturbateurs endocriniens de cancer des testicules. Est-ce que vous savez s'il y a le même corollaire avec le cancer des ovaires ? Et puis autre chose avec l'action médicamenteuse, les perturbateurs, se pose aussi la question totalement inconnue dans l'eau. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas très rassurant ni optimiste. Merci. Alors sur impact des perturbateurs endocriniens sur les cancers hormonodépendants, il y a des choses qui existent, pas que hormonodépendants, mais aussi d'autres types de cancers. Je me rappelle plus de votre question, de deuxième question, je suis désolé. Les résidus médicamenteux. On peut prendre l'exemple de la pilule contraceptive, donc qui n'est pas un médicament, mais c'est un contraceptif, que l'on retrouve aussi dans les eaux de rivières, des eaux de surface, et à des doses très très faibles, toujours chez des modèles animaux. Eh bien, la pilule contraceptive, notamment l'éthénylestradiol, qui est le principe actif de la pilule contraceptive, a des effets sur le développement des petits chez les animaux et que l'on retrouve sur plusieurs générations, notamment des impacts sur le comportement des petits et notamment le comportement sexuel. Donc il y a un vrai potentiellement, je dis bien potentiellement, il y a un impact. Le problème, c'est que dans l'eau que l'on boit, il n'y a pas de surveillance vis-à-vis de ces résidus médicamenteux. Il y a une surveillance vis-à-vis des pesticides, bientôt les PFAS en 2026, mais les médicaments, pour l'instant, il n'y a pas de surveillance. Puis pour répondre à votre première question sur les cancers des ovaires, alors ce sont des cancers qui sont moins fréquents que les cancers testiculaires, donc il y a des données épidémiologiques qui sont
sont moins visuels, mais il y a aussi cette notion, cette suspicion de problème aussi. Et on a des collègues, nous, sur l'hôpital Bretonneau, en gynécologie, qui travaillent beaucoup sur les cancers de l'ovaire. C'est un centre de référence, et ils travaillent aussi sur cet aspect nutrition et donc peut-être intoxication par l'alimentation et cancer de l'ovaire. Mais c'est aussi un sujet qui est très associé aussi, bien sûr. Du côté masculin, j'ai effectivement, parce qu'il y a vraiment du côté de l'homme, il y a vraiment une combinaison de plusieurs faits troublants. Au niveau testiculaire, la diminution de la production de spermatozoïdes, les cancers testiculaires, l'anomalie de migration des testicules qu'on appelle la cryptorchidie chez l'homme, et puis ce qu'on appelle l'hypospadias, qui est une malformation au niveau donc de l'urètre qui apparaît sous la verge. Il y a plein d'anomalies, toutes ces anomalies, ce sont des anomalies qui sont hormonodépendantes et qui se mettent en place pendant la vie intra-utérine. Donc c'est pour ça qu'on pense que, pour les petits garçons en tout cas, on pense beaucoup à une hypothèse fétale avec des manifestations plus ou moins soit à la naissance, les malformations congénitales, des anomalies de migration des testicules, ou plus tard des problèmes de fertilité ou des problèmes de cancer testiculaire. Il y a un concept qui est mieux identifié chez l'homme, mais du côté féminin, c'est aussi la réalité aussi. Je vais compléter sur les études épidémiologiques sur l'homme. Voilà l'impact des polluants sur l'homme. Ce qui est compliqué, c'est les études épidémiologiques qui répondent à ces questions, et c'est de faire le lien. Qu'est-ce que fait les études épidémiologiques? Ils font un lien entre une exposition et des pathologies. Donc les pathologies, on peut facilement les diagnostiquer. Par contre, notre exposition, c'est très compliqué. Comment évaluer notre exposition à tel ou tel polluant? Sauf à mesurer dans les liquides physiologiques, les urines, le sang. Avec Fabrice, on a un projet de doser des polluants, les PFAS et les phtalates, dans le sperme. Et ainsi, on va pouvoir savoir non seulement à quoi on est exposé, mais à quoi on est imprégné. Et là, ça va vraiment nous donner des valeurs objectives sur l'imprégnation et la contamination. Parce que définir l'exposition, si je prenais quelqu'un parmi vous et je lui pose la question à quoi vous êtes exposé, vous serez bien incapable de... Et c'est vrai que c'est très compliqué. Bonjour, et merci pour vos exposés. Mais du coup, j'ai un petit doute quand même, parce que vous dites faire le lien. Mais faire le lien, à la fin, vous montrez la conclusion. Un homme qui se prend la tête, je dis, il n'y a plus qu'à prendre un Xanax, en fait. Soit c'est l'environnement qu'on subit, soit c'est nos choix qui sont mauvais, soit c'est jamais la faute à personne. Moi je dis faire le lien, vous savez c'est quoi le lien? Le meilleur déchet n'est celui qu'on ne produit pas, vous avez dit. Le big pharma, l'industriel qui nous vend des poils et tout ça, on répond par des pansements. Si on faisait une production et des normes et des lois et une consommation éthique et pas du tout consommation pour nuire à la santé de tout le monde, là ici je pense qu'on pourrait tous aller porter plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Et le député Charles Fournier de la première circonscription de Tours, il s'est fait étudier ses cheveux dans les PFAS, pardon. Je vais lui en parler bientôt, mais une action publique, populaire, pour répondre à des 49.3 où il y a de la pédophilie, des affaires qui n'ont aucune éthique, je suis désolé, mais il faut faire sens. On veut bien faire de l'argent, mais pas au détriment de la santé des autres, ni pour faire du mal aux enfants. Et là, vous avez... 2 secondes, pardon. Et là, il y a plein de choses que je note. Les études viennent de Chine. Les Chinois, c'est eux qui produisent le plus, mais ils s'inquiètent le plus de leur santé. Par qui sont commandités les enquêtes, c'est pareil. On sait mieux chez l'homme le spermatozoïde. Bah oui, l'homme c'est tout ce qui est dehors, le patriarcat. Combien est le taux de pourcentage de docteurs et hommes et docteurs femmes? Voilà, plein de choses comme ça, l'endométriose et ainsi de suite. Le CBD interdit. Toutes les femmes qui ont 50 ans, je les vois dans les boutiques parce que ça leur fait du bien. Mais en France, on est conservateur. On peut picoler, prendre tous les Xanax qu'on veut. On n'est pas drogué, ni le sucre, bien sûr. Par contre, si on fume un joint ou un CBD, on est un gros drogué. Donc la mentalité et les manipulations des gens depuis longtemps. Le Tupperware dans les années 60. Ça m'empoisonnait aussi, j'ai travaillé à l'usine, j'ai fait les poches, j'ai mangé toute ma vie dans des produits surgelés et Tupperware qu'on transformait. Donc après c'est bio, c'est pas bio, ça passe sous l'eau, je suis désolé. C'est bio, après il y a une jachère, et pendant ce temps-là, vous l'avez dit, les phtalates ils passent, 12 mètres, l'eau elle passe. Il y a le cénomanien qui est pur. L'ARS, soi-disant l'ARS c'est l'OMS, c'est de la magouille. Le cénomanien c'est de l'eau pure qui part dans les toilettes et qui part dans nos douches, qu'on ne boit pas, mais qui est mélangée avec des produits pollués. La question, c'est de faire sens, c'est que le jour où vous serez un bon médecin, vous direz peut-être qu'il faudrait éviter de faire de la recherche médicale industrielle et faire une recherche éthique générale et pas prendre un pansement, un cachet pour soigner quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, pas vous, mais le monde. Oui, excusez-moi de vous avoir ouvert l'esprit, le dossier, mais je pense que c'est important. Oui. Alors nous, Fabrice comme moi, on n'est affilié à aucune industrie, donc on fait de la recherche publique. Oui, non, mais on rapporte des études, mais c'est pas, voilà, mais des études sont les études que l'on présente. Nous, on les considère comme fiables.
En tant que scientifique, notre regard de scientifique les considère comme fiables. Après, vous avez votre analyse, mais ça illustre le fait que c'est un sujet très complexe qui sort de la science, hein, on le voit ici. Donc c'est sociétal, c'est économique et politique. Oui, merci. C'était donc un témoignage. J'ai une question là, une question là, une question dans le fond. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez d'autres, monsieur, après. Voilà, donc 4 questions à venir. Oui, bonsoir et merci pour vos interventions. Moi, j'aurais 2 questions à poser d'ordre pratique. On est à Tours. Quelle eau doit-on boire? Doit-on boire l'eau du robinet, comme je pensais que l'on pouvait faire jusqu'à présent, ce que je fais, ou doit-on acheter de l'eau en bouteille? Toi, Fabrice, je te l'avais dit que j'allais avoir cette question. Deuxième question. J'ai bien compris, et c'était intéressant de comprendre qu'une femme allaitante, il y avait une étude qui avait été faite, je crois, en Chine, où effectivement, tout compte fait, le bébé se portait mieux avec un biberon de lait qu'avec le lait maternel qui avait été contaminé. Moi, j'ai 6 petits-enfants qui sont des filles, entre autres. Qu'est-ce qu'on doit leur dire quand elles seront enceintes? C'est compliqué comme question. Alors la première, eau du robinet ou en bouteille? Moi, je bois de l'eau de mon robinet. Je préfère boire l'eau de mon robinet que de boire de l'eau en bouteille. Ou alors, bouteille en verre. C'est très bien. Mais bouteille en plastique, il y a autant de polluants, pas forcément les mêmes que dans l'eau du robinet, mais il y a autant de polluants dans l'eau en bouteille que dans l'eau en robinet. Quitte à choisir, l'eau du robinet, elle est surveillée en termes de pesticides. Moi, je prends de l'eau du robinet. Après, faut pouvoir le faire. Moi, j'ai équipé mon installation avec des filtres à charbon actif pour éliminer les petites molécules. Hein. Les polluants environnementaux, ce sont des petites molécules, en termes de chimie. Donc, dans la littérature scientifique, c'est un dispositif qui est considéré comme intéressant en termes pas de dépollution complète, hein, mais ça diminue quand même fortement la teneur en polluants. Pour le lait maternel, pardon? Alors là, les médicaments, non, là, on n'a pas d'information du tout, pas d'information, mais les médicaments étant des petites molécules, on peut espérer que ça a un impact aussi, ça a un effet. En ce qui concerne le lait maternel ou le lait maternisé en poudre, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire à vos petites filles que lorsqu'elles vont avoir un projet de grossesse, qu'elles fassent attention aux choix qu'elles vont faire avant d'avoir un projet parental, justement pour que le lait qu'elles vont produire soit le plus neutre possible et soit le moins chargé en polluants environnementaux. Voilà. Mais oui, l'idée c'est pas d'aller contre l'allaitement maternel. Hein. L'idée, c'est bien sûr l'allaitement maternel, il est plutôt préconisé. Hein, il y a des effets bénéfiques. Par contre, le message à dire, c'est qu'il faut faire attention puisque ça peut être un vecteur qui peut transmettre des événements toxiques. Mais d'où l'importance pendant la grossesse de veiller autant que possible à son environnement, son alimentation, parce que voilà, ça apporte beaucoup, ça protège le bébé, ça apporte des anticorps, donc c'est plutôt positif. Mais vigilance. Parce que c'est aussi une voie d'entrée possible de ces perturbateurs endocriniens. Donc voilà. Et bien sûr, privilégier l'allaitement. Et puis le corps humain est capable aussi de s'adapter. Il encaisse aussi un certain nombre d'expositions à certains polluants. Ce qui est embêtant, c'est quand c'est chronique, c'est quand c'est régulier. Il y a un moment, l'organisme, ça génère un stress et c'est là que peuvent survenir les pathologies. Mais c'est aussi un problème, l'allaitement. Ça met une grosse pression sur les femmes enceintes, qui en ont déjà pas mal. Donc ça rajoute encore, donc c'est pas évident. Et puis proscrire évidemment les biberons en plastique, et passer aux biberons en verre. Le verre, c'est ce qu'il y a de plus inerte dans l'heure actuelle. Et les biberons en plastique chauffés au micro-ondes. Bonsoir plutôt tout le monde. Merci au professeur. Ça fait
Ça fait 6 ans que j'attends. Je pense que c'est la première fois qu'on parle des perturbateurs endocriniens, c'est ça. Donc, et j'ai toujours le cœur qui bat parce que j'ai été obligée de courir pour assister au moins aux 30 dernières minutes parce que je me suis dit il faut pas rater cette occasion. Et parce que je courais depuis hier, justement, en parlant c'est un hasard peut-être, mais depuis hier, c'était la même chose. C'est une formation au CRA Centre d'autisme où on nous a fait pratiquer au fait un exercice premier de son genre par les experts qui sont les meilleurs experts qui pratiquent dans le domaine de l'autisme connu à l'échelle internationale. Il faut savoir que c'est ici à Tours, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et justement, c'était là-bas, on a pleuré hier, parce que moi je suis maman d'un enfant autiste, ça veut dire que je suis concernée par... c'est le fruit, au fait, des perturbateurs endocriniens. Donc, je n'ai pas voulu rater cette occasion pour illustrer, justement, ce que ça peut donner. Et vu que je suis très intéressée, ça fait une 20aine d'années que je fais mes propres recherches. J'étais étudiante en biotechnologie alimentaire, blablabla, donc... Et j'ai compris ce que c'est que la composition d'un aliment, ce que c'est que des métaux lourds. Depuis une 20aine d'années, j'arrêtais pas de sensibiliser mon entourage et de dire attention à ce que vous buvez, attention à ce que vous mangez, attention à éviter de vivre dans des villes polluées. Je sais que parfois on est obligé de passer, notre parcours de vie nous oblige parfois de vivre dans des villes polluées et tout. J'arrêtais pas de dire ça. À un certain moment, les gens, ils étaient pas aussi sensibilisés. Ils disaient, ben non, vous exagérez, hein, il faut pas. Et jusqu'à ce jour-là, il y a toujours des personnes qui disent que vous exagérez. Mais quand on a un enfant et qu'on détecte à l'âge de 1 an et demi qui ne se développe pas correctement et qu'on commence à faire des nuits blanches pour comprendre mieux ce que ça veut dire les perturbateurs endocriniens pour compléter ce que vous avez eu comme formation, et ben là vous êtes vraiment choqués, vous savez que non, on n'exagère pas, mais c'est vraiment très 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 sérieux. Et moi je me demande si on a des experts comme vous en face de nous, qu'est-ce que vous proposez au fait comme plan d'action, comme prévention pour arrêter parce que là ça va pas arrêter. On a de la pollution de plus en plus. Ça c'est normal. Hein, c'est l'être humain qui pollue la planète. Est-ce que vous avez un projet préventif ou pas vous avez une idée voilà. Je veux pas parler plus que ça. Merci. Alors, effectivement, le meilleur moyen de se prévenir des effets des perturbateurs endocriniens, c'est la prévention. C'est de donner un environnement le plus neutre possible. Donc il y a des choses qui se font. Je sais que maintenant dans les crèches, c'est en train de bouger. Donc en termes de plastique, on doit utiliser de moins en moins de plastique. Il y a certaines écoles qui, dans leurs cantines, excluent le plastique aussi, les cantines sans plastique. Après, c'est une question de volonté de chaque établissement. Il y a des jouets qui sont exclus de certains polluants, donc ça c'est à l'échelle, c'est législatif. Après nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut proposer des projets, effectivement, il faut qu'ils soient financés, des fois ça marche pas. On en a présenté un il n'y a pas longtemps sur les pompiers, justement, sur la prévention chez les pompiers. Ça n'a pas fonctionné, alors que c'est un sujet quand même qui est assez chaud, et on va sûrement le proposer ailleurs, mais le problème il est là aussi. On peut pas faire comme on veut parce qu'il faut des financements. Il faut aussi avoir les canaux pour se faire entendre, parce que vous voyez, on est scientifique, médecin, on est capable de vous faire une revue sur qu'est-ce qu'on connaît sur tel sujet. Voilà, dans l'assistance, combien de politiques il y a, de décideurs politiques. Il n'y en a pas beaucoup. Alors que c'est aussi à eux de bouger. Quelqu'un parlait de Charles Fournier. Donc avec un collègue, il a proposé un projet de loi interdisant les PFAS dans tous les objets, la production de PFAS et l'utilisation de PFAS. Après, il faut que ça suive, quoi. Il faut que l'ensemble suive. Et là, c'est du domaine du collectif, de la collectivité. Et là, on n'a pas beaucoup de prise. On peut donner des conseils. Des directeurs de crèche ou des directrices de crèche qui viennent nous voir
et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, on va leur proposer des pistes, y compris des directeurs d'école. Après, est-ce qu'ils vont faire ou pas? Il n'y a pas longtemps, à l'école, le quartier Sanitas, l'école primaire, eh bien, on a distribué aux gamins des trousses sans perturbateurs endocriniens. Donc, il y a des actions qui peuvent être faites. Mais ça coûte de l'argent, il faut trouver l'argent. Et ensuite, il faut que ça perdure. Donc, il y a des solutions. Et en plus, la trousse sans perturbateur endocrinien coûte moins cher que la trousse que vous achetez chez Auchan ou Carrefour. Voilà. Donc, c'est pas forcément une question de coût, mais c'est une question de volonté, puis aussi de connaître aussi. Voilà. On utilise beaucoup de produits et beaucoup d'objets sans savoir que potentiellement ils peuvent être nocifs pour notre santé. Voilà. Oui, juste pour compléter, vous avez bien compris que nous ne sommes pas des décideurs par rapport à ça. Si ça dépendait de nous, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient, mais voilà, nous on contribue. Notre rôle déjà ce soir, c'est déjà de communiquer. Et effectivement, vous êtes là. Vous récupérez des informations, vous allez les approprier, vous allez pouvoir les diffuser, et de diffusion en diffusion, l'idée c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui soient informées. C'est notre objectif. Nous, on est un petit peu des sentinelles aussi, des lanteurs. On explique les informations. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Nous, on ne travaille pas pour aucune entreprise. Nos messages qu'on délivre ce soir, ils sont plutôt inquiétants plutôt que positifs. Donc par rapport à ça, et on avait un monsieur qui était très remonté tout à l'heure, mais voilà, nous à notre échelle, c'est de communiquer pour faire attention. Mais vous avez bien compris aussi qu'il y a un aspect économique. Le problème, c'est que là, si on veut interdire un produit, le problème, c'est que, attention, ce produit-là, il sert dans l'agriculture, donc il faut produire de manière intensive. Si on l'a pas et si on n'a pas de plan B, tout de suite, ça va avoir des problèmes. Ou alors, est-ce qu'on ferme les usines qui produisent, mais ça va faire du chômage? Est-ce que ça va être bien perçu au niveau de la population? Donc, vous voyez que c'est pas si simple que ça. Et nous, à notre échelle, voilà. C'est pas à nous de prendre la décision. Et puis nous avions des idées pour effectivement, comme le disait Pascal, par rapport à des populations à risque qui nous intéressent. On a vraiment monté un projet avec l'équipe du SDIS 37, et malheureusement notre projet n'a pas été financé. Donc on n'a pas eu les sous pour faire ce travail qu'on aurait bien aimé commencer pour faire avancer les choses. Bon voilà, donc ça c'est un peu le nerf de la guerre. L'argent, vous le savez bien. Donc nous on est très pris par ce sujet, c'est pour ça qu'on est là ce soir avec vous, mais c'est pas simple. Et puis l'autisme, donc là effectivement je comprends madame que vous soyez forcément inquiète, vous vouliez trouver donc des réponses à vos questions par rapport à ce qui a pu être arrivé. Alors il y a plein de paramètres, c'est multiparamétrique. Par exemple, il y a aussi l'âge du papa, qui est aussi un élément important. On s'aperçoit quand même que lorsqu'on est papa à un âge un petit peu avancé, il y a plus de risques éventuellement de transmission d'anomalies cognitive au niveau de la descendance. Et c'est important, si c'est un message, on dit les mamans, il faut qu'ils fassent leur bébé jeune, mais il faut aussi que le papa, il soit aussi impliqué. Et être papa à un âge plus avancé, au-delà de 45 ans, eh bien, ça peut être un petit facteur de risque aussi pour la descendance. Donc c'est tellement multiparamétrique, il y a notre environnement, il y a aussi des composants, et c'est là que tout est intriqué. Et donc faire la part des choses, c'est bien difficile des fois. Oui. Alors bonsoir, merci beaucoup déjà pour cette magnifique conférence, je dirais. Alors moi je suis doctorant en économie et pour être honnête avec vous, je ne vais pas poser directement les questions sur les perturbateurs endocriniens, sauf que je me suis penché énormément et je suis en train de faire un travail avec un comité de réflexion sur tout ce qui est tabou sexuel, etc., dans les pays orientaux, etc. Et ça concerne également aussi la fertilité parce que c'est un sujet très tabou. Et dans des pays où ça touche énormément les hommes, mais c'est tellement un tabou de dire aux hommes que vous êtes touchés par l'infertilité. Et ça existe encore dans des millions et des millions et des millions de personnes. Donc on ne peut pas leur dire que vous êtes fertile, donc ils préfèrent changer de femme. J'en connais une personne qui en a changé 4, et c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais de sa faute. Donc, alors personnellement, dans le cadre économique, ça devient une alerte mondiale. Même à titre étatique, on a fait énormément de conférences, etc. Aujourd'hui, le Japon, par exemple, même les pays les plus industrialisés, d'ici 400 ans, même si aujourd'hui le Japon il fait 120 millions d'habitants, d'ici 400 ans, ils vont disparaître si ça continue comme ça. L'alerte en Europe, j'en parle pas, etc., etc. Donc,
pour revenir à la question, j'avais 3 principalement. J'en avais 3. Une, est-ce que, je voulais, en tant que vous êtes vraiment des scientifiques là-dessus, est-ce que la question d'un environnement froid ou chaud, ça favorise ou non la fertilité de l'homme? Parce qu'on entend aujourd'hui des douches froides qui disent oui, ça contribue exactement à la procréation de la testostérone, etc. D'autres pays qui sont chauds disent que les hommes, étant donné qu'ils sont dans des pays chauds, ils sont beaucoup plus, ça donne de la libido, de virilité, etc. On l'entend. Est-ce que ça contribue? Ça, c'est une question de l'environnement. Deuxième chose, c'est le point auquel on est de plus en plus exposé. Je dirais, ma génération et celle à venir encore plus, c'est la question des ondes, des radiations sur tous les téléphones. Les téléphones, on en a tous dans la poche, juste à côté des testicules, par hasard. Enfin, donc ça touche directement. Et encore plus, c'est la question, je voulais dire, là je parle parce qu'on en a énormément parlé, c'est la question de l'alimentation. Est-ce qu'on enlevait, maintenant j'ai une habitude d'enlever la peau des fruits et des légumes. Est-ce que ça favorise vraiment ou pas? Parce que j'entends des personnes dire il faut aller chercher 1 centimètre dedans parce que tous ces pesticides sont collés à la peau. Donc je voulais vraiment votre réponse pour laquelle je vous remercie énormément et merci encore. Alors, par rapport à la première concernant la température, donc l'impact de la température surtout c'est vraiment à l'échelle du testicule, quoi. En fait, les testicules, ils se trouvent naturellement dans les bourses, ou à l'extérieur du corps, il y a une température inférieure de 2 à 3 degrés à la température du corps. Ce qui fait que lorsque chez les petits garçons, il y a une anomalie de migration du testicule, le testicule, il se forme dans l'abdomen, et à la fin de la grossesse, il migre, il descend dans les bourses à l'extérieur du corps. Eh bien, s'il y a une anomalie de migration, s'il reste dans le corps, à une température plus élevée, eh bien, la production de spermatozoïdes est affectée. Donc, il y a vraiment un effet thermique plutôt négatif. Lorsqu'on a des vêtements, enfin, les messieurs qui travaillent à proximité de sources chaudes sont plus à risque d'infertilité que ceux qui n'y travaillent pas. Si vous passez beaucoup de temps en position assise, si vous avez des vêtements serrés, tout ça, ce sont des éléments qui vont pouvoir affecter la production de spermatozoïdes, tellement que on avait réfléchi, certaines équipes, à des slips chauffants. C'est un petit peu humoristique, mais comme un moyen de contraception potentielle. Après, l'impact environnemental, enfin de la région où vous vivez, n'a pas d'impact fort, en tout cas prouvé. Mais par contre, à l'échelle d'un petit espace, l'espace du testicule, ça peut avoir un impact. Donc la température élevée, ça fait pas bon ménage avec la production de spermatozoïdes. Le deuxième, c'était... Les ondes. Les ondes, ah oui. Alors les ondes, j'ai donné à mes étudiants en médecine à lire un article justement sur l'impact des téléphones portables et sur la production de spermatozoïdes. Alors, c'est pas facile à réaliser ces enquêtes, puisque c'est un article qui a été publié, mais c'était basé sur du déclaratif. Et c'est quand même, là aussi, il y a forcément des biais. Il y avait, à l'époque, dans ce papier, il n'y avait pas d'impact de la localisation, le fait de garder son téléphone à proximité des testicules dans la poche, ça avait un impact. Oui. Mais il n'y avait pas le fait que ceux qui le portaient dans la poche à proximité, il n'y avait pas d'impact, en tout cas dans le papier, sur la production de spermatozoïdes. Donc ça reste à évaluer. Et l'impact sur les ondes, là aussi, c'est beaucoup de données de laboratoire, et là aussi, c'est encore très incertain. Donc il n'y a pas de réponse absolue par rapport à ça. Il faut être vigilant, mais là aussi, vous imaginez bien que les ondes, je pense qu'il y en a un paquet qui nous passent à travers la tête actuellement, et forcément, ça va pas être facile à évaluer aussi. Alors, en ce qui concerne les ondes, par contre, il y a des ondes qui ont des effets sur le système endocrinien, ce sont les ondes lumineuses. La lumière, c'est une onde électromagnétique. À une certaine fréquence, mais c'est de la lumière. Et la pollution lumineuse nocturne, donc, c'est considéré par les scientifiques comme un perturbateur endocrinien. Pourquoi? Parce que lorsque on ferme les yeux quand la nuit arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a une glande pinéale. La glande pinéale va produire une hormone, l'hormone du sommeil. J'ai un trou tout d'un coup sur son nom. Ça va me revenir. La mélatonine, pardon. La mélatonine, excusez-moi.
Non, parce que j'étais toute la journée en visio, là, je commence à la mélatonine. Et dès qu'il y a de la lumière, cette production de mélatonine s'arrête. Et la mélatonine, ça favorise l'endormissement, mais aussi ça va déclencher tout un tas de mécanismes de régénération cellulaire dans le corps. Et il y a des scientifiques qui ont observé des déclins de population d'animaux sauvages à cause de cette pollution lumineuse nocturne. Donc, chez nous, hein, ça, potentiellement, on parle de la lumière bleue, des écrans, des choses comme ça. C'est considéré comme un perturbateur endocrinien potentiel. Et la lumière est une onde. Ah oui, éplucher les fruits et pommes. légumes. Éplucher les légumes. Oui, vous pouvez toujours éplucher vos légumes. C'est indiqué. Après, sur l'épaisseur de votre pelure, ça, j'ai pas d'informations. Mais bon, après, si vous avez le choix d'acheter du bio, c'est encore mieux. Là, vous pouvez manger la pomme et la peau avec. Pardon ? Ça dépend. Ça dépend. Après, vous avez des pesticides qui sont tolérés, voilà, par le bio, mais ils sont quand même moins impactants. Après, il faut savoir qu'on pourra jamais avoir une exposition zéro. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, ce qu'on peut, c'est diminuer notre exposition. Pour les pommes, je pense que vous faisiez référence, pour l'épaisseur, c'était plutôt pour les pommes en fait, hein, quand elles viennent de l'étranger, hein, qui sont traitées dans des grandes zones de stockage, effectivement, on met des produits chimiques pour qu'ils arrivent en bonne forme, hein, sur les étals. Hein, effectivement, on préfère des fois prendre des pommes qui sont bien jolies, qui sont bien brillantes, hein, mais des fois, l'idée, ça serait plutôt, effectivement, il faudrait enlever quasiment 1 centimètre de peau pour être sûr que vous avez enlevé tous les produits chimiques qui se sont donc fixés sur cette pomme. Donc, laver les fruits et les légumes, ça c'est sûr, et puis également plutôt prendre, c'est un peu du bon sens, hein, des pommes qui sont peut-être un peu plus flétries, un petit peu moins bien, qui vont pas rester intactes pendant 2 mois sur votre table sans se flétrir. C'est pas très normal, hein, mais plutôt aller prendre au marché des pommes locales, hein, et faire son marché, et puis chez des producteurs locaux où les pommes, elles ont pas fait 10 000 kilomètres avant d'arriver dans votre assiette, quoi. Donc Merci, je prends les 2 dernières interventions là qui sont déjà prévues et puis après on devra s'arrêter, on arrive au terme de cette conférence. Bonsoir et merci aussi. Moi, c'était pas une question, c'est quelque chose qui m'est venu, enfin voilà. Je pense en fait que, alors, ça paraît peut-être pessimiste de dire ça, mais tant qu'on reste dans un système basé sur la croissance économique, faut consommer, on n'en sortira pas. Donc, je me dis peut-être qu'à l'échelle individuelle, enfin moi en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire que change pas de vêtements tous les 4 matins, de garde-robe tous les 4 matins, je vais au bout, quand c'est usé, c'est usé. Enfin il y a des trucs que je porte depuis plus de 20 ans, enfin bon voilà. Et alors je pense qu'à l'échelon individuel, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Effectivement, ça va à l'encontre de cette société de consommation, voilà. Et je pensais aussi au plastique. Alors ça, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Je pensais les sacs poubelles, enfin sans arrêt. Il y a un truc que j'avais envie de demander. Enfin, j'en ai parlé un petit peu à quelqu'un, un élu, mais c'est pas évident à mettre en place. C'est des composteurs le plus possible, parce que ça me fait bizarre quand on épluche des légumes et qu'on met ça dans des sacs plastiques. Je trouve ça quelque part aberrant, quoi. Ça peut faire du compost, ça peut faire je crois que maintenant les composteurs, il y a des communautés de communes qui vous en distribuent. Je me demande s'il n'y a pas un caractère obligatoire aussi quelque part des composteurs. Hein. Je crois que bientôt on ne pourra plus jeter nos épluchures. Et puis ce que vous disiez sur vos vêtements, effectivement, la seconde main, on voit que la seconde main, ça marche beaucoup en ce moment. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc les meubles, mais ça aussi, on peut aussi voir les meubles d'occasion. Effectivement. Et juste pour répondre à votre remarque sur le monde de consommation dans lequel on vit, hein, on pourrait citer un grand philosophe qui était Coluche, qui disait quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent pas pour que ça ne se vende plus, voilà, vous avez la réponse à votre question. Une petite question. Que pensez-vous des carafes filtrantes? Je vois ça de plus en plus sur les tables. Elles sont en plastique en fait. Hein, c'est ça le problème, c'est qu'elles sont en plastique. La cartouche en elle-même, ce sont des résines. Ça marche plutôt pas trop mal parce que nous en laboratoire, c'est ce qu'on fait.
Quand on veut justement se débarrasser des hormones de synthèse, des choses comme ça, ou même des hormones naturelles, on utilise ce type de résine. Le problème, c'est qu'ensuite, votre eau, elle tombe dans une carafe en plastique et vous la stockez dans du plastique. C'est un peu ça qui est embêtant. Le principe est plutôt bon, mais pas totalement. Alors, il y a des billes de céramique, il y en a aussi qui mettent du charbon aussi. Alors, pourquoi pas? J'ai pas d'avis là-dessus. Mais après, ceux qui mettent des charbons, je vois des bâtons de charbon, de temps en temps, faut les régénérer, parce qu'un charbon qui capte, à un moment donné, quand il est plein, qu'est-ce qu'il fait? Il relargue tout. Donc, faut faire attention à ce que ça soit bien à la maintenance, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup. On est arrivé au terme. On a parlé épluchure, carafe d'eau. Moi, je pense que c'est à peu près le moment d'aller dîner pour chacun d'entre nous. Merci encore à vous deux pour ces interventions. Et ces conseils pratiques aussi pour nous, pour qu'on puisse agir au quotidien. La prochaine conférence des Jeudis de la Santé, c'est le 13 mars autour du sujet de l'endométriose. Donc, bien sûr, vous êtes tous les bienvenus et parlez-en autour de vous si cette conférence vous a intéressé. Elle est visible aussi sur YouTube dès demain. Merci beaucoup. Bonne soirée.